Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour faire une virée à l'est du pays avec un bonjour d'Algérie qui va s'intéresser à 3 thèmes différents. D'abord, on va parler d'optique, de mécanique de précision avec notre ami Nabil Belkhair qui nous vient de Sétif et qui est le directeur de l'Institut d'optique et mécanique. Enfin, il nous expliquera tout à l'heure puisqu'ils ont organisé à Sétif, à l'université de Sétif, une rencontre sur la métrologie et les utilisations de l'optique. Ensuite, on parlera de transfusion sanguine. Le professeur Brouk Hassan, qui est professeur en hématologie, viendra nous parler de son congrès international sur la transfusion sanguine et tout ce qui se fait depuis quelque temps, notamment les innovations et tout ce qu'il y a à prendre comme mesure pour améliorer ce don de sang qui est un geste très humain et très altruiste. On terminera avec la suite du Novembre bleu dédié à la lutte contre le cancer du sein, mais aussi à cancer de la prostate, qui fait suite parce que Octobre rose c'est terminé, Novembre bleu prend le relais et c'est une autre campagne de sensibilisation qui est organisée à la télévision, à la station régionale de Constantine, par la CNAS qui s'est déplacée justement pour permettre à nos travailleurs de dépister. Cela c'est devenu une habitude et 2 médecins, M. Jamal Kehili et Mme Bellara Amina, viendront nous parler de cette campagne de sensibilisation. Le programme est ainsi donné, le décor est planté, nous allons faire notre visite habituelle et traditionnelle, on va dire, parce qu'on a pris c'est de tradition que de se balader sur Constantine avec la belle voix du maestro Allah yarhamou Mohamed Tal Fergani. قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن غفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كفار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, très belle visite à Constantine que vous avez pris l'habitude. On essaiera un peu de faire peut-être une visite de Sétif, Annaba, Jijel pour essayer de changer. Mais c'est vrai que quand on est accro à Constantine, c'est difficile de s'en défaire. Et M. Nabil Belkhair ne va pas me contredire. Marhaba bik d'abord. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement de Sétif. Merci à vous de m'avoir invité justement à cette émission. Alors, vous êtes le directeur de l'Institut d'optique et mécanique de précision. Très bien, de Sétif. De l'université de Sétif. Alors, c'est vrai que quand on dit optique, on a tendance,
comme moi, je pense tout de suite à mes lunettes. Oui. Donc, oui, effectivement, l'optique, c'est un peu ça, mais l'optique, c'est plus général. L'optique, c'est tout ce qui est, tout instrument qui comporte un composant optique ou qui a une fonction principale qui est la transmission de la lumière, ça, c'est de l'optique. Donc, les lasers, ça fait partie de l'optique. Les caméras qu'on est en face de nous, c'est de l'optique. Les microscopes qu'on utilise dans les écoles et laboratoires, etc., c'est de l'optique. Cette petite loupe qu'on utilise, c'est de l'optique. Le laser qu'utilise un maçon, actuellement, c'est de l'optique. Donc, l'optique est partout, le téléphone. Voilà, le téléphone qu'on utilise. Tout ça, c'est de l'optique. Maintenant, les smartwatches, et tout ça, c'est de l'optique. Donc, elle est un peu partout dans notre vie. Il y a également la photonique, qui est tout ce qui est lumière, éclairage dans les endroits, dans les petits coins, etc. Donc, tout ça, c'est de l'optique. Alors, l'optique, c'est votre spécialité, ça va vers la précision, la mécanique de précision. Mais dites-moi, alors pourquoi avoir organisé une rencontre sur la métrologie ? Voilà, donc l'optique et la mécanique de précision. Tout d'abord, il faut peut-être que si vous permettez, j'aimerais bien expliquer quelle est la relation. Alors tout d'abord, tout le monde connaît ce qu'on appelle la mécanique générale ou bien le génie mécanique. Maintenant, tout ce qui est optique, ça ne peut pas marcher tout seul. Si vous prenez par exemple les lunettes, comme vous avez bien donné l'exemple, vous avez la lentille qui est la partie optique et vous avez la monture. Donc sans la monture qui est la partie optique et mécanique, il n'y a pas la fonction. Et maintenant, pour monter ces lentilles sur la monture, là, il faut que ça doit être précis. Sinon, le porteur de lentilles ne pourra pas voir clairement. Donc, il y a c'est la mécanique de précision. Également, si vous avez un microscope, vous avez la partie, les lentilles, le microscope, c'est simple, un objectif, un oculaire, mais tout le reste, c'est mécanique. C'est mécanique. C'est vrai que la partie optique, c'est tout ce qu'il y a comme lentilles, verre, réflexion. Voilà. C'est la partie qui permet le passage de la lumière pour apporter une information vers l'œil et être traité par le cerveau. Maintenant, tout le reste, c'est de la mécanique. Ce n'est pas du génie mécanique, c'est de la mécanique. Et c'est vrai que c'est différent. Et la métrologie est là pour réguler tout ça. Justement, la métrologie, c'est une science on appelle ça une science transversale. Elle touche pratiquement toutes les disciplines. On mesure les mots, on mesure... c'est ce que ça veut dire, on mesure tout avec. On mesure tout. Toute grandeur peut être mesurée. Alors, du moment, le terme métrologie, ça entre dans l'optique et la mécanique de précision, mais il y a une spécificité, c'est que toujours la mesure la plus précise, la mesure la plus précise, c'est la mesure optique. Et par conséquent, donc la métrologie optique, elle est un petit peu spécifique relativement aux autres métrologies. C'était ça l'idée, et c'est pour ça qu'on a organisé et d'ailleurs c'est la 3e édition de cette conférence internationale. Elle est intitulée la métrologie, le contrôle industriel et l'innovation. L'innovation parce que, on vient de parler tout à l'heure, on est dans un ère de... oui, l'évolution est rapide, les innovations est rapide. Ça va à une vitesse tellement rapide qu'on n'arrive même plus à joindre... Donc, on innove les moyens, ou les techniques, et on innove également par quoi on doit mesurer. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention lors de cette conférence, il n'y avait pas longtemps, on mesurait le micromètre, et déjà ça a été beaucoup. Dans cette conférence, on a parlé beaucoup de pico. Quand on parle de pico, ça veut dire c'est inférieur au nano, et c'est inférieur à l'angstrom. Donc on est au pico, et c'est vraiment... d'ailleurs, dans les années passées également, on parlait de mesurer des grandeurs, des dimensions. Dans la métrologie, comme les métrologues le savent, il y a 5 dimensions à mesurer. Maintenant également, on parle de la métrologie agroalimentaire, médicale. On parle également de la métrologie des gaz. Maintenant, on mesure tout ce qui se passe
autour de nous, on peut le mesurer et avec une très grande précision. Et là, l'optique, elle est vraiment indispensable pour l'avoir. C'est ça l'intérêt justement ou l'objectif de ça. Alors nous allons revenir sur cette rencontre puisque nous avons deux amis qui étaient présents avec vous, nos collègues de Sétif, Saïd Belounis et Akram Ayadi, étaient présents à cette rencontre d'une valeur, on va dire, une valeur pédagogique très intéressante. Donc cette conférence, elle est sur la métrologie, le contrôle industriel et l'innovation. C'est des thèmes qui sont à la pointe, disons, ou bien qui sont au premier plan en ce moment dans l'université. Donc en ce qui concerne l'innovation, donc la nouvelle vision du ministère et de l'Algérie de manière générale, c'est de former des cadres capables de créer donc de l'emploi, créer des entreprises, des micro-entreprises, des start-up, et ça nécessite bien sûr de l'innovation. Ensuite, nous avons la métrologie qui est une science transversale qui touche le maximum de disciplines et elle est en étroite relation avec le contrôle de qualité. Je suis présent ici donc, à la 3e édition de la conférence internationale de métrologie du contrôle industriel où j'ai fait une intervention sur la façon de quantifier le méthane que voilà, comme aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, donc c'est un des principaux polluants donc, qui favorise donc, ce qu'on appelle les GES, donc les gaz à effet de serre. Donc c'est principalement nocif pour l'environnement, pour la santé humaine et pour préserver un petit peu l'écosystème de vie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'industries avec des domaines d'activité divers et variés. Soit ils travaillent directement donc, à la production du méthane, soit donc, c'est un gaz donc, qui se crée au cours du processus de production ou du traitement des déchets. Donc il faut vraiment donc, mettre l'accent donc, sur cette thématique qui est la quantification du méthane afin d'essayer de mettre en place des stratégies pour essayer de réduire ce méthane voilà, qui a des éléments néfastes vraiment pour la santé humaine aujourd'hui. هذه عينة من الأجهزة اللي راهي متواجدة على مستوى المخبر اللي نستعملوها في تدريس الطلبة تاعنا. جينيرالمون هذه لا ميترولوجي ديمونسيونيل نقولوا لها. لا ميترولوجي حنا لو بوت برينسيبال سي ريدوير لي زيرور او ماكسيموم بور افوار ماكسيموم دو بور اوغمونتي لا نوتابيليتي باش نطلعوا المردودية ماكسيموم ونقصوا لي روبي لي بياس روجتي. على الاستعمال تاع الاجهزه هذو راح نقيموا لا برودكسيون في هذاك اليوم ولا في شهر ولا التقييم راه يعطينا رابور اللي يخلينا نحسنوا نوعيه العمل في المصنع مثلا. هذا الملتقى هو يتمحور حول لا ميترولوجي دون بليزيور دومان في برشا مجالات اللي هي تساهم في تطور الحياة الاجتماعية للإنسان وتشارك في دورها الاقتصادية لأنه كنقول الميترولوجي هي القيس. كما حتى في ديننا الإسلامي القيس عنده بعد كبير للحفاظ على العلاقات بين الأشخاص والتعامل الاقتصادي. حتى في المجال العلمي أنه لا ميترولوجي نجم تطور لنا إذا احنا نمشوا فيها لبعيد نجم اقتصادنا يتطور. Un séminaire intéressant puisqu'il y avait beaucoup d'intervenants, mais aussi un de vos anciens étudiants, c'est bien, qui reviennent pour donner des conférences, mais aussi il y avait la présence d'étrangers. Donc ce genre de rencontre peut apporter beaucoup de bonnes choses à votre département, à votre faculté. Oui, bien sûr, c'est ce genre de conférence, on l'organise pratiquement chaque 2 années
en alternance. Nous avons des conférences en optique, des conférences en mécanique de précision et des conférences en métrologie. En alternance, chaque 2 ans, chaque année, on a l'une de ces conférences. On est à la 3e, comme je l'ai déjà dit, en métrologie et contrôle industriel. Donc, c'est toujours utile d'avoir l'avis ou bien l'expérience des étrangers ou de nos collègues ou de notre produit, comme vous l'avez bien cité, le bonhomme qui a intervenu dans la première plénière durant cette conférence était un produit de l'Institut. Il a fait son master en 2016 et depuis, il s'est déplacé en France où il a maintenant son propre laboratoire de métrologie. Oui, il a pu quand même gagner sa place grâce à... C'est un pur produit de l'université algérienne, il faut le dire, il faut préciser. Oui, c'est un pur produit de l'université algérienne. Et on est fiers. Et d'ailleurs, pour l'Institut, pour ne pas être gêné pour le dire, mais nous avons beaucoup de produits de l'Institut. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas le seul. C'est ce qui est voilà, il n'est pas le seul. Voilà. Il y a beaucoup de cadres qui ont fait leur travail à l'Institut. Nous avons beaucoup de docteurs, par exemple, qui sont des chercheurs dans les universités allemandes. Nous avons des gens qui sont des cadres dans par exemple, une maison qui est très connue de véhicules qui est installée dans le monde entier. Ce sont des contrôleurs de qualité, ce sont des opticiens dans le domaine de l'optique. Donc, mais toujours est-il, ces gens-là laissons dire, ils reconnaissent que il y a quand même un travail qui a été fait à l'Institut et qu'ils ont eu quand même une formation assez solide pour qui lui ont permis de poursuivre leur S'il n'y a pas de bonne base, s'il n'y a pas une bonne maîtrise pédagogique, ils ne peuvent pas sauter au statut de chercheur ou aller... voilà, non, donc c'est vraiment des compétences issues de l'université algérienne, ça on ne le dira jamais assez. Alors votre partenariat avec... Parce que optique, qui dit optique, on sait que Iéna, la ville allemande, est la capitale mondiale de l'optique. Donc voilà, obligatoirement, vous avez sûrement fait plusieurs allers-retours entre... Oui. D'ailleurs, l'Institut d'optique et mécanique de précision, c'est le seul institut en Afrique. Il a été créé en 1978 par l'université d'Ilmenau de Iéna et le fameux Carl Zeiss de Iéna. Ça a été créé à Sétif dans un objectif bien précis qui est le lancement de l'industrie optique en Algérie. Normalement, ça a été donc projeté pour la création d'une filiale de Carl Zeiss à Sétif. Ça, c'est une vérité qui m'a été dite par des responsables de Carl Zeiss qui ont installé le matériel dans notre institut. D'ailleurs, nous avons presque le maximum de matériel de cette entreprise et aussi la formation au début de la création de cet institut a été assurée par, disons, 80% des Allemands. Et de là, nous n'avons jamais cessé de faire collaborer. D'ailleurs, nous avons, justement, dans cette conférence, il y a eu la visite de 11 coopérants internationaux qui venaient de l'Université technique d'Ilmenau. Et nous avons également des groupes d'étudiants qui sont toujours, chaque année, ils partent en Allemagne pour faire des stages pratiques, des travaux pratiques, également des doctorants. Nous avons des docteurs qui ont fait leur doctorat dans ces pays et je suis vous-même, vous avez fait. Oui, moi-même, voilà. J'étais à Iéna, j'ai fait mon doctorat là-bas. Ce qui est bien, vous m'avez dit, bon, on en parlait avant, bien sûr, avant cette émission, c'est que vous avez dans l'optique de faire un diplôme, un co-diplôme avec une promotion qui aura un diplôme reconnu par les deux universités. Il y a une chose à dire, c'est que avec la nouvelle vision de notre ministère, toujours, c'est encourager cette coopération internationale avec des institutions de renommée internationale. Et de là, donc, l'idée, tout d'abord, c'est une proposition. Maintenant, nos étudiants, ils sont formés
par En l'Institut, Algérie, ils ont le diplôme algérien, mais dans le cadre d'un projet qui est depuis déjà 2007, 2008 jusqu'à 2026, c'est des groupes d'étudiants de master qui passent des petites périodes de stage en Allemagne. Mais le diplôme, il est toujours algérien, mais on a proposé, justement, dans la vision maintenant de notre ministère, pourquoi pas, de faire cette démarche d'une formation co-diplômante. Bon, elle n'est pas aussi facile parce que la partie allemande également a ses contraintes pour étudier la faisabilité de la chose. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes en train d'étudier cette... voilà. On a proposé aux Allemands, pourquoi pas, d'essayer de faire cette démarche pour justement faire dans le domaine précis qui est l'optique, une formation co-diplômante. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on aura de résultats. Comment se fait-il que vous êtes la seule faculté en Algérie à enseigner l'optique? L'optique, il existe dans certaines facultés parce qu'il fait partie du domaine de physique, le grand domaine de la physique. Mais maintenant, dans les facultés de physique, on le fait généralement sous forme d'optique parce que dans l'optique, il y a aussi des spécifications. Il y a l'optique théorique, il y a l'optique appliquée, il y a l'optique non linéaire. Donc, nous, on fait de l'optique appliquée. Ça veut dire tout ce qui est pratique. Comment on voit la lumière passer à travers les composants, qu'est-ce qu'elle est dans les différents instruments, quel est le principe optique des instruments, différents instruments. Dans la physique, de manière générale, il y a des physiciens qui le font, mais ils le font théoriquement. Bien sûr, c'est très important, c'est essentiel également, mais optique pratique ou appliquée, comme spécialité, voilà, elle a été choisie, comme je l'ai dit déjà, en 1978 pour être un pôle d'excellence en Actif pour justement lancer cette industrie optique, parce que l'Algérie, dans cette période, on avait besoin de fabriquer, pourquoi pas des microscopes pour nos élèves, nos étudiants, nos laboratoires. C'est une chose très simple. Pourquoi pas ne pas fabriquer des petites loupes qu'on utilise, qu'on vend à travers le pays pour tout le monde? Pourquoi pas fabriquer des petits lasers pour les exposer, pour tout ça, pour ceci, pour cela? Donc c'est des petites fabriques. Et justement, c'était l'idée de Carl Zeiss de fabriquer dans l'atmosphère africaine, disons, dans l'atmosphère algérienne, avec les conditions de fabrication de notre pays, l'énergie, la main-d'œuvre, etc. Et donc, d'abaisser un petit peu le prix de revient de certains instruments. Il faut dire que ça coûte les yeux de la tête, l'optique. Oui, voilà, il faut dire que c'est quelque chose de très cher. Oui. Ça coûte, on n'a rien qu'à voir les verres. Des lunettes, ça coûte très cher. Alors j'imagine, bien sûr, nos caméras, avec tout ce qu'il y a comme spécialité de l'optique. Oui. D'ailleurs, maintenant, en Algérie, il y a certains, quand même, fabriques qui commencent à produire ce genre de... Par exemple, les petits composants, à savoir les lentilles de contact, etc. Mais toujours, ça reste un domaine dans ce qu'on appelle l'optique lunetière ou l'optique de vision. Mais le reste de l'optique, les 90% de l'optique, les autres, c'est un autre domaine. Ça demande beaucoup d'investissement, mais ce n'est pas impossible de les réaliser. Rien n'est impossible. Bien sûr. Voilà, il faut pas... L'Algérien, il est là, il est capable de le faire. Et d'ailleurs, si, je dis bien si, on arrive à parler avec ces étrangers-là, et surtout les Allemands qui sont très développés dans ce domaine, il suffit de dire que la ville de Iéna, elle s'appelle la ville de l'optique par les Européens. Capitale mondiale de l'optique. Donc, qui contient un nombre qui dépasse les 200 unités d'optique. Et on arrive à leur parler sur la même longueur d'onde en matière d'innovation, de recherche, etc. Donc, l'Algérien, il est capable de fabriquer, de faire ce genre de projet ici en Algérie. Alors, dans cette optique, on va utiliser le mot littéraire, bien sûr, dans cette optique,
je pense qu'il y a des startups qui doivent éclore, qui doivent connaître, voir le jour dans votre institut, dans votre département, parce que les mémoires de fin d'études sont des projets d'innovation, d'où peut-être l'appellation innovation dans votre séminaire. Oui, justement, dans ce séminaire, dans cette conférence, on a ajouté le terme innovation, justement pour montrer aux différents chercheurs algériens et étrangers venus dans cette conférence et aussi aux différents présents, parce qu'on a invité également les industriels, on a invité les différentes instances au niveau de la wilaya de Sétif, également les organes de métrologie comme la GERAC et l'IANOR, qui sont des organes nationaux dans ce domaine de la métrologie, pour voir justement ce genre de sujet. Et puisque vous l'avez déjà évoqué, donc notre ministère également, c'est nouveau. Maintenant, cette nouvelle ère de l'université algérienne, c'est la création de la richesse par les cadres algériens, entre autres les start-up, ces projets innovants. Et donc, on a vu que nos étudiants, effectivement, il faut le souligner et le dire et ne pas avoir honte. Au contraire, il faut en être fiers. Voilà, on est fiers. Ils ne dépassent de loin parce que la majorité de nos étudiants, d'ailleurs, l'Institut optique dans l'Université de Sétif, les projets start-up présentent 25% de l'ensemble des projets qui ont eu les labels au niveau de l'Université de Sétif 1. Alors que le nombre d'étudiants de l'Institut, il est le moindre dans toute l'université. Vous avez combien d'étudiants? Cette année, on est à 1483 étudiants et on est très loin devant la faculté de technologie qu'il y a dans les 8000 étudiants ou les 10 000. Mais malgré ça, on a 25% des projets de start-up. Voilà. C'est parce que nos étudiants ont une tendance d'aller vers ce volet de start-up que je vois qu'il va rendre un grand service à l'université algérienne et à la population algérienne de manière générale. Générale et en particulier votre faculté ou institut d'optique. Mais l'avenir, c'est quoi pour votre institut? Bon, l'avenir, c'est... je suis un petit peu ambitieux. Un petit peu, non, il faut être ambitieux. Non, c'est légitime d'être ambitieux, M. Belkhair. Je dirais que on veut aller vers ce qu'a exigé notre tutelle, c'est arriver à 80% d'abord de projets de fin d'études dans le volet innovation start-up. On veut également effectuer ou réaliser ce rêve d'avoir au moins 2 formations co-déploiement avec 2 institutions internationales que j'aimerais bien garder en ce moment les intitulés et ces institutions parce qu'on n'a pas encore le projet. Du moment que ça n'a pas été finalisé, on va les laisser de côté, mais on espère. On espère le faire. Également, on espère collaborer avec les industriels pour créer un espace dans ces industries pour nos étudiants. On peut rendre service, par exemple, dans le domaine du télécom, dans le domaine de la fibre, dans l'industrie de la fibre. Également, on veut pousser nos étudiants à créer ce genre de petites de micro-entreprises, surtout dans ces petites industries optiques telles que la fabrication des lentilles ophtalmiques, la fabrication des fibres optiques, etc. Donc ce sont des petites... Également, on est sur un volet de la fabrication des outils de précision, en l'occurrence les moules, qui sont dans le domaine de la mécanique de précision, pour ne pas traiter seulement le volet optique, parce qu'il y a également la mécanique de précision. Donc tous ces volets-là, ou ces spécificités de l'Institut, on veut les montrer au grand public et aussi à l'industrie, et rendre bien sûr service à notre pays. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, professeur Belkhair Nabil. Merci d'avoir fait le déplacement à Sétif. Merci. Si vous avez un dernier mot avant de nous quitter. Bon, je vous remercie tout d'abord. C'est notre travail. Je voudrais dire que, à travers ce petit passage, donc, je n'oublierai pas de remercier également nos étudiants.
en premier lieu parce que, en fin de compte, nous sommes un institut à recrutement national, donc on a des étudiants des 58 wilayas. Donc, toujours avec tout le milieu universitaire, le déplacement vers Sétif et d'être à Sétif pendant une durée de 5 ans durant la formation de master. Donc, je dois les remercier infiniment. Je remercie également tous les responsables de notre université, également de ministères, qui nous ont toujours aidés et soutenus dans les différents événements et dans les différents passage, disons, de cet institut qui était au début tout petit. Maintenant, il devient plus grand et on espère le voir plus grand vers d'autres, peut-être... Une autre dimension, dimension africaine. D'autres dimensions et aussi de réaliser de projets concrets pour aider notre communauté et notre pays. Merci beaucoup, professeur Nabil Belkhair. Vous êtes responsable de l'Institut d'optique et de mécanique de précision de Sétif, de l'Université de Sétif. Merci d'avoir fait le déplacement. Moi, j'aime bien quand mes invités font le déplacement, je leur offre une chanson. J'espère que vous allez apprécier cette chanson de Bouchara. Bouchara, il faut me rappeler, Bouchara Mahfoud, qui est syrienne et qui est venue spécialement en Algérie pour participer au Festival international de la musique andalouse de Constantine. Merci à vous. Bouchara Mahfoud, qui est syrienne, mais qui est accompagnée par
troupe russe qui est venue l'accompagner. Ça, c'est un beau mixage. Et ça, c'est la diversité et la richesse de notre patrimoine musical, culturel, qui voyage très bien. Mais nous n'allons pas parler de musique, mais plutôt de transfert de sang, parce que donner du sang est un acte altruiste de l'être humain pour sauver une autre vie humaine, et c'est très important, et ça a fait l'objet comme thématique principale du congrès international qu'a abrité Annaba le week-end passé. Et nous avons le plaisir de recevoir le professeur Hassan Brouk, qui est venu de Annaba. Marhaba bik. مرحبا. سامحنا نوضناك بكري وجبناك, mais bon, la ralve, il le faut. Alors, dites-moi pourquoi avoir attendu 2-3 ans pour organiser le 2e séminaire international sur la transfusion sanguine à Annaba. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour M. Belkhaïdi, bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie aussi, je remercie Canal Algérie pour l'opportunité qui m'a été offerte aujourd'hui pour ce partage. Effectivement, nous avons attendu depuis 2022 parce que nous voulons avoir une édition, de la 2e édition, nous voulons avoir une édition assez spéciale. Et c'est pour cela qu'on a attendu 2 ans pour organiser cet événement international. Alors, cette édition, justement, qui était assez spéciale de par la thématique qui a été choisie, une thématique d'actualité et une thématique aussi originale, qui tourne autour des innovations technologiques au service de la médecine transfusionnelle. Et aussi, cette édition, elle était axée plutôt sur la médecine transfusionnelle et pas seulement sur la transfusion sanguine. Donc, on voit ici une originalité de la multidisciplinarité des spécialités qui ont participé à cet événement. Et aussi de par la représentativité qui était assez remarquable. Nous avions plus de 300 participants, une représentativité nationale des participants venant des 4 coins du pays, et aussi une représentativité internationale qui était aussi assez intéressante, parce que nous avions avec nous 7 sociétés et universités internationales qui ont participé avec nous, qui sont venus de très loin. Donc nous avions des invités des États-Unis, de l'Italie, de la Suisse, de l'Égypte, de la Tunisie, du Liban. Donc c'est des invités, c'est des experts internationaux arabes, européens et américains, du Canada aussi. Donc c'est vrai que ça relève un peu les débats que d'avoir l'échange d'expériences d'autres pays, surtout dans ce domaine. On ne répétera jamais assez que le transfert de sang d'une personne à une autre est quand même assez délicat parce que ça répond. Alors quelles sont les innovations? Parce que bon, donner du sang d'une personne à une autre, qu'est-ce qu'on peut innover dans ce domaine? Exactement. C'est vrai que beaucoup d'innovations dans ce domaine ont été partagées et débattues pendant ces 2 jours. Donc nous avions quand même un programme qui était trop riche, avec 60 présentations orales entre conférences, communications orales, workshops, symposiums, en plus de plus de 170 posters. Et 3 topics s'articuler autour de cette thématique principale qui est l'innovation technologique. Donc nous avons abordé dans un premier temps la promotion du don, parce qu'on ne peut pas avancer s'il n'y a pas de sang. Donc il faut qu'il y ait déjà une autosuffisance en matière de don de sang. Donc c'était la première thématique où nous avons abordé éventuellement la promotion, l'autosuffisance et les aspects médico-légaux ainsi que l'éthique. Nous avons aussi introduit pour la première fois les sciences humaines au niveau aussi de don de sang pour qu'il y ait plus de sensibilité. Et après, en deuxième lieu, le deuxième axe, c'était pour éventuellement ces technologies de pointe qu'on utilisait chez nous en Algérie et d'autres qui étaient partagées par nos chers experts internationaux et qu'on voudrait bien entendu les acquérir à notre niveau pour assurer une sécurité transfusionnelle. Parce que tout tourne autour de cette sécurité transfusionnelle. C'est sûr que la transfusion sanguine,
c'est un geste salvateur, ça sauve des vies, mais elle n'est pas dénuée du risque. Donc il y a, malgré toutes ces innovations, toutes ces technologies, mais le risque résiduel demeure quand même. Donc c'est pour cela nous avons longuement discuté et partagé nos expériences en national et à l'international sur la sécurité transfusionnelle sur le plan immunohématologique, où nous avons abordé les dernières techniques sérologiques et surtout de biologie moléculaire, de génotypage, qui permet un peu de prendre en charge certains patients, surtout dans la transfusion itérative. Ils ne vivent que du sang. À titre d'exemple, les thalassémiques et les drépanocytaires qui constituent quand même un foyer à notre niveau et qui ne vivent que de ce sang. Donc ils sont transfusés chaque 3 semaines, chaque 2 semaines, selon un protocole transfusionnel bien établi et régulier. Mais à la fin, ils finissent par développer malheureusement des réactions indésirables. Et on arrive même à avoir des situations où nous serons devant des situations d'impasse transfusionnelle. D'où l'intérêt justement de ces techniques très avancées en matière d'immunogénétique des groupes sanguins, la biologie moléculaire et les techniques aussi de sérologie, pour essayer de poser le diagnostic de ces cas d'allo-immunisation, identifier les anticorps et trouver et faire une sélection rigoureuse des produits sanguins qu'on pouvait leur donner sans qu'il y ait éventuellement de réaction transfusionnelle, et ils peuvent vivre convenablement et on peut leur faire augmenter l'espérance de vie. Donc ça, c'est un volet de la sécurité transfusionnelle, sans oublier le deuxième volet qui est aussi important, mais toujours dans la sécurité transfusionnelle, c'est la sécurité transfusionnelle infectieuse. Parce que, comme vous savez, il y a toujours ce risque-là, un risque viral, un risque microbien ou bactérien, un risque parasitaire. Et là, on avait aussi la chance d'avoir des experts nationaux, des experts internationaux qui ont partagé avec nous les dernières avancées en matière de QBD, de qualification biologique des dons de sang. Et nous avons aussi à notre niveau une réglementation qui stipule qu'on devrait respecter des analyses bien précises en matière de risques infectieux, sérologiques. Mais nous avons aussi abordé un volet aussi assez important, c'est le volet moléculaire pour la sécurité transfusionnelle infectieuse, ce qu'on appelle le NAT testing ou la détermination du génome viral, qui est obligatoire et systématique au niveau des pays développés. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. En Afrique, il n'y a que 2 pays qui ont adopté cette approche de QBD moléculaire, à savoir l'Afrique du Sud et tout récemment l'Égypte. Et on voudrait bien, nous, l'Algérie, être le 3e pays en Afrique. Inch'Allah, et puis je pense qu'on a les compétences, qu'on a les moyens. On a tout ce qu'il faut. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Nous sommes en tant que professionnels de la transfusion de la santé, nous sommes là pour sensibiliser les pouvoirs ou les autorités gouvernementales et pour leur dire qu'on est là, on peut vous accompagner à éventuellement instaurer cette innovation. D'où l'intérêt d'organiser ce genre de rencontres, de séminaires scientifiques. Exactement. Alors, notre consoeur Aïcha Aboubrik était présente avec vous durant les 2 journées. Voilà ce qu'elle nous a ramené comme image et surtout comme déclaration. Comme vous savez, la transfusion sanguine, ça commence avec le donneur bénévole jusqu'à faire arriver la poche de sang jusqu'au malade. Le donneur de sang, il est en train d'augmenter chaque année, mais vu la demande qui est en nette progression, on doit faire beaucoup d'efforts, encore des efforts pour arriver à une autosuffisance du sang. احنا في الجزائر في الجزائر بارابول للسنوات الماضيه كل سنه فيها تطور وخاصه السنه هذه
في نقول لك في مثال خاصة في العمل التحسيسي وكذلك العمل التطوعي. في كان حنا كفيدرالية جزائرية المتبرعين بالدم، الدور تاعنا حنا عمل تحسيسي وتطوعي وكذلك سيرتو لا سونسيبيليزاسيون. على بالك حنا نبازيو لا سونسيبيليزاسيون مع مراكز ونقاط حق الدم وكذلك مع الوكالة الوطنية للدم. On a choisi une thématique qui est très originale, une thématique d'actualité pour cette édition spéciale internationale qui est les dernières ou les innovations technologiques en médecine ou bien au service de la médecine transfusionnelle. Maintenant, on parle beaucoup plus de la médecine transfusionnelle plutôt que la transfusion sanguine de par la multidisciplinarité de cette pratique ou de cette spécialité. On a concocté un programme qui est très très riche sur 2 jours complets. Nous avons 60 présentations orales, nous avons plus de 170 posters, nous avons des ateliers, nous avons des workshops en rapport, parce que dans la même optique, donc c'est une journée de formation continue qui est destinée aussi aux médecins et pharmaciens spécialistes en transfusion sanguine et en hémobiologie. Et cette édition, de par une participation, comment dirais-je, extraordinaire de 300, nationale et internationale, de 300 participants. Et 7 pays, à savoir l'Italie en force, à savoir les USA, le Liban, la Tunisie, le Canada, la Suisse et l'Égypte. Donc tous ces experts internationaux vont nous honorer par le partage de leur expérience. Ce sont des experts internationaux. Comme vous savez, le sang, la transfusion sanguine, c'est un geste salvateur. Le sang, c'est un produit humain qu'on ne trouve pas au commerce, on ne peut pas l'acheter. Donc il faut qu'il y ait des donneurs qui se présentent pour qu'on puisse, nous, en tant que scientifiques, aller vers une technicité nouvelle en rapport avec ce domaine de transfusion sanguine. Les efforts fournis par tous les acteurs de la transfusion sanguine ont permis de collecter plus de 377 000 poches durant le premier semestre 2025, de plus de 450 000 candidats aux dons, avec 8 764 concentrés plaquettaires d'aphérèse. Alhamdoulilah, il n'y a pas un manque dans les banques de sang. Néanmoins, il ne faut pas baisser les efforts, il faut persévérer. On a plusieurs points communs entre l'Algérie et la Tunisie, du point de vue technique, du point de vue procédure. Donc on se rapproche beaucoup. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y a des avancées au niveau de l'Algérie qui méritent beaucoup d'attention et je les félicite. Voilà. On parle aujourd'hui de chaîne transfusionnelle, donc vous avez beaucoup de professionnels qui interviennent. Il est important pour tous les professionnels de connaître leur niveau de responsabilité dans la transfusion sanguine pour que les soins en transfusion qui vont être donnés doivent être conformes à la réglementation. Donc ça a été mon objectif, d'expliquer la réglementation du droit médical et de la responsabilité aux professionnels, mais surtout de l'adapter, bien évidemment, au terrain de la transfusion sanguine. Voilà. Donc d'un autre côté, il y a aussi des aspects éthiques qui sont en lien avec la transfusion sanguine, avec notamment les grands axes de l'éthique médicale, la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie du malade, l'équité et la justice dans la distribution, bien sûr, du sang. 2 niveaux de responsabilité, la responsabilité vis-à-vis du malade, mais aussi la responsabilité vis-à-vis du donneur de sang. Également, là aussi, j'ai apporté quelques éclaircissements et quelques, bien sûr, notions d'information en droit médical pour les professionnels qui sont sur le terrain de la transfusion. Voilà, donc ça c'est l'ambiance qui a prévalu durant le séminaire. Donc bon,
comme toute rencontre scientifique, quand on se termine, on fait un petit bilan. Quel bilan faites-vous de cette rencontre ? Oui, c'est vrai à la fin, donc, on a émis des recommandations, mais avant de parler des recommandations, je voudrais bien aborder le troisième axe qui est très intéressant, qui est très... alors, c'est les avancées en médecine transfusionnelle et la thérapie cellulaire. Donc, effectivement, on s'est intéressé dans un cadre multidisciplinaire. On avait avec nous des hématos, des pédiatres, des gynécos, des réanimateurs, des orthopédistes, à essayer d'un petit peu d'évoquer cette médecine transfusionnelle dans toute sa multidisciplinarité. Et on a évoqué les nouveaux paradigmes des systèmes transfusionnels qui sont centrés plutôt sur le patient et qui nous font un peu une épargne sanguine. Donc on avait discuté, on avait invité une experte italienne qui a pu mettre en place ce protocole de PBM, de Patient Blood Management, ou la gestion du capital sanguin du patient au niveau de l'Italie à l'échelle nationale. Et elle nous a fait partager son expérience. Et aussi, il y avait quelques expériences algériennes qui ont été très perçus par les étrangers. D'ailleurs, ils étaient agréablement surpris. Et surtout, cette expérience de Annaba, on a travaillé en collaboration avec le service de réanimation et le service d'orthopédie pour mettre en place ce protocole de PBM. Et dont les résultats présentés lors du congrès étaient vraiment très satisfaisants, très prometteurs. Donc, à titre d'exemple, ouais. Voilà, on a pu quand même faire une épargne de 42 CGR pour un mois, chose qui est très importante pour nous parce que ça alors c'est quoi l'équivalent CGR, c'est le culot globulaire, c'est un produit sanguin labile. C'est une poche de sang, mais uniquement les globules rouges. Et ces 42, ils peuvent nous servir, ou ils peuvent servir à prendre en charge jusqu'à 21 patients thalassémiques. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce PBM-là, avec ces trois piliers, donc le premier pilier, c'est la correction de l'anémie. Le deuxième pilier, c'est éventuellement éviter les pertes, éviter les hémorragies. Le troisième pilier, c'est optimiser la tolérance de l'anémie en réduisant maximum les transfusions. Même sur le plan bénéfice-coût, c'est très important. Donc, ce protocole-là, qui était largement, pour lequel on a dédié toute une session, qui était largement discutée, a vraiment encouragé les autres participants à l'adopter dans un futur. Moi, j'allais dire pourquoi ne pas élargir cette expérience aux autres Oui, c'est ça. C'est ça le but. C'est ça le but, justement. C'est parmi les recommandations qui étaient émises à la fin du congrès. Donc, d'autres participants étaient vraiment très intéressés. Je me rappelle, le Libanais, il était vraiment très agréablement surpris. Il m'a dit, vous parlez du PBM en Algérie, vous êtes vraiment en avance, vous êtes vraiment très, très avancé. Et puis aussi, on a parlé des thérapies cellulaires. Là aussi, c'est un volet qui est très, très important en médecine transfusionnelle. Expliquez thérapie cellulaire. Ces thérapies cellulaires, c'est des traitements qui sont très efficaces à partir des cellules sanguines, telles que les cellules souches hématopoïétiques ou les CAR T-cells. Et nous, en tant qu'hémobiologistes, donc, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui vient en amont pour fournir le produit pour l'acte thérapeutique. Et là aussi, on a invité des Italiens et des Américains pour nous parler justement de cette thérapeutique cellulaire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la collecte, c'est le contrôle qualité, c'est le banking des cellules souches et des lymphocytes pour qu'on puisse éventuellement les utiliser. Et toujours dans la même optique de cette médecine transfusionnelle, nous voulons, et c'était l'originalité aussi de cette thématique, nous voulons, ou nous avons associé l'industrie pharmaceutique à la transfusion sanguine. Ça, c'est vraiment innovateur. J'allais dire par quel moyen vous avez associé parce que donner le sang à l'industrie pharmaceutique. Oui, c'est ça. Parce que c'est trop vaste la médecine transfusionnelle et la transfusion. C'est pour cela, là, on essaie de fabriquer, de produire ce qu'on appelle des médicaments dérivés du sang, ou ce qu'on appelle les PDMPs en anglais. Et ce sont ces fractions coagulantes, par exemple le facteur 8 qui est utilisé pour la prise en charge de l'hémophilie, ces immunoglobulines intraveineuses qui sont aussi issues du sang, qui est un traitement très efficace
qui est utilisé pour plusieurs pathologies, de l'albumine et tout ça. Donc tous ces PDMPs ou ces DMDS, c'est les dérivés du sang. Et vous avez trouvé du répondant chez les industriels Justement, là, c'était aussi parmi les objectifs de ce congrès. On voudrait attirer l'attention, on voudrait sensibiliser les instances gouvernementales pour s'intéresser à ce projet prometteur. Et là, du coup, on a invité un Américain qui nous a un petit peu parlé, qui nous a un petit peu donné des conseils. Pourquoi un Américain? Parce que pratiquement 70% du plasma qui est destiné à la fabrication de ces médicaments, parce qu'ils sont issus du plasma humain. C'est du plasma américain qui vient des États-Unis. Là, encore une fois, l'Afrique du Sud liée. Tout récemment aussi l'Égypte. Pourquoi pas l'Algérie? Pourquoi pas l'Algérie? Voilà. Je lance un appel à travers ce plateau-là pour que les autorités je pense qu'avec l'industrie pharmaceutique, je pense qu'il y a une bonne volonté. Oui, je pense qu'il y a une bonne volonté parce que c'est vrai que c'est une industrie qui est très lourde, c'est une technologie de pointe, mais ça vaut le coup. Parce que les retombées vraiment sont très intéressantes. C'est des produits qui coûtent cher. Notamment sur la prise en charge des malades. La prise en charge, voilà, la souveraineté, l'autonomie, parce que nous sommes en train d'exporter ces médicaments. On peut proposer une stratégie à court terme de 2 à 5 ans pour qu'on puisse développer ceci chez nous, étant donné que même nous, on fait dans les près de 700 000 dons par an. Et donc, on peut déjà récupérer le plasma, on peut mettre des centres de transfusion sanguine pilotes ou de référence, une dizaine ou une quinzaine, pour qu'on puisse orienter le don vers la plasmaphérèse aussi pour avoir la matière première et travailler avec les autorités gouvernementales pour qu'on puisse instaurer cette industrie. Et c'est très, très prometteur et j'espère que c'est réalisable, on va dire que c'est réalisable. Il y a tout ce qu'il faut pour. Oui, c'est vrai que c'est un investissement très lourd. C'est vrai que c'est coûteux, mais après, les retombées, ils sont très, très, très intéressantes, très convaincants. Donc, il suffit d'oser. Oui, exactement. Il suffit d'oser. Il suffit de proposer une stratégie rationnelle, bien étudiée. Et je pense ça va vraiment. C'est vrai que le volet était intéressant. Il fallait. Oui. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce congrès où on avait justement, parce que quand on dit transfusion comme ça, les gens ils pensent proche de sang. Mais il y a tout un travail en amont. Ce qui est bien aussi, c'est de rappeler que en matière de don de sang, nous avons quand même une sensibilisation qui est régulière par les associations de donneurs de sang, et les campagnes de sensibilisation durant le mois de Ramadan, et là, c'est bien d'essayer de fructifier cet apport de sang et surtout le rendre. D'ailleurs, je les remercie à travers ce plateau, la Fédération algérienne des donneurs de sang, qui nous accompagne toujours dans l'organisation de ces événements et qui fait un travail colossal en matière de sensibilisation. Et cette année, il y avait une particularité pour la sensibilisation par rapport au don de sang. On a ciblé la population jeune et la population estudiantine et on l'a fait adhérer à ce mouvement associatif pour qu'on puisse garantir une autosuffisance future de 30 à 40 ans par rapport à cette population jeune qui nous a émerveillés de par elle s'intéresse, elle est dynamique, ils utilisent les réseaux sociaux, cette volonté de la médiatisation, c'est très important pour la sensibilisation. C'est bien d'instaurer et je ne sais pas comment utiliser, quel terme utiliser, mais c'est bien de déjà préparer l'avenir avec ces étudiants pour qu'ils soient des donneurs réguliers. Exactement, réguliers, non rémunérés, exactement. C'est la culture. Ça, là. Alors, vous avez 2 minutes pour quelques recommandations qui sauteraient à Oui, à la fin, donc, on a émis des recommandations en matière déjà de promotion et de sensibilisation. Comme je vous ai dit, donc, on essaie d'utiliser les médias, d'utiliser les réseaux sociaux, tous les moyens de communication et surtout auprès de la population jeune qui est vraiment très active dans ce domaine. En matière de sécurité transfusionnelle, donc, on a émis des recommandations à ce que le NAT soit instauré au niveau en Algérie. Le NAT c'est quoi le NAT? La détermination du génome viral. Et c'est la qualification biologique ou moléculaire du don qui permet une sécurité optimale transfusionnelle infectieuse. Nous avons aussi émis le souhait d'associer l'industrie pharmaceutique justement à la transfusion sanguine en
en élaborant une stratégie bien étudiée, rationnelle et efficace pour produire les médicaments dérivés du sang au niveau national et pour avoir une souveraineté, une autonomie par rapport à ces dérivés très très importants. Et puis on avait aussi d'autres recommandations. Voilà, une dizaine de recommandations, mais en gros, voilà. C'est déjà bien que d'intéresser les jeunes. L'industrie pharmaceutique, c'est bien, puis d'aller en innovation. Voilà. Un dernier mot avant de nous quitter, parce qu'on arrive à la fin de... Bon, le dernier mot, je reviens toujours à la sensibilisation. Donc voilà, il faut... Ce qui explique votre présence ici, c'est la sensibilisation. Il faut, quand on est en bonne santé, il faut venir donner du sang. Les malades ont vraiment besoin. Il y a des patients, ils ne vivent que de ça. Donc, si nous sommes en bonne santé, il faut profiter, il faut venir donner du sang. Et voilà, il n'y a rien à craindre. Vous aurez le meilleur des accueils. Moi, je leur dis toujours, en plus, on aura des analyses gratos. Oui, exactement. Voilà, c'est gratuit. Exactement. Ça, c'est l'un des bienfaits. Au-delà, bien sûr, du fait de permettre à une vie de survivre, de rester en vie à une personne, de toujours c'est une mission noble. Ouais. Donc il vaut mieux la saisir quand on a la chance de pouvoir le faire. Mais après, et surtout, il faut dire que personne n'est à l'abri. Oui, exactement. Aujourd'hui, vous êtes donneur, demain, vous êtes quelqu'un qui en demande. Exactement. Voilà. Je crois qu'on n'en aura jamais assez. Hein. Ah oui, on peut discuter des heures et des heures sur cette thématique qui est fascinante et qui fascine tout le monde en entier. Professeur Bourouk Hassan, merci. C'est moi. Vous êtes responsable du service hémato à... Hémobiologie et transfusion sanguine. Très bien. L'hémobiologie, c'est l'hématologie clinique, l'hématologie biologique, pardon. Voilà. C'est deux spécialités juxtaposées. Voilà, exactement. Très bien. On vous souhaite beaucoup de réussite. Merci d'avoir fait le déplacement de Annaba, mais surtout pour nous parler et sensibiliser les gens à donner leur sang, parce que c'est très important. N'arrêtez jamais de donner votre sang. Ça ne coûte rien, au contraire, c'est tout bénéfique. En plus, c'est bien pour le corps, il faut le dire. Il y a la retombée, les bienfaits sur le corps en donnant son sang. Exactement. Voilà, on renouvelle. C'est vrai. Très bien, je vais vous offrir une chanson, comme tous les invités qui viennent. Bahija Rahal est une dame, grande dame de la musique andalouse, et c'est toujours un plaisir de la rencontrer. Et quand elle vient à Constantine, c'était déjà un événement lors de son passage au Festival de la musique andalouse. Je vous laisse écouter le temps de recevoir mes deux derniers invités. بالبقاء هب لي رضاك عبدك البكري وأحمد ما له مولى سواك بالنبي طه الممجد منك لا يقطع رجاه عشق أجرى عبراتي ما صحت عبراتي ما صحت الزهر في الروض قد تبسم الزهر في الروض قد تبسم ونعبر الليل قد تهلل يا للا وعنبر الليل قد
حبيبي والنرجس الغاد يا حبيبي عن طرفك الناعس المكحل يا لالا عن طرفك الناعس ما ترى الياسمين باسط كفو ما ترى الياسمين باسط كفو كأنه لي دعاء يسأل يا لالا كأنه لي دعاء يسأل يا لالا ما ترى العايش قد صار صافي ما ترى العايش قد صار صافي وعيشنا بالهنا مكمل يا لالا بالهنا مكمل يا لالا الزهر في الراوت قد تبسم الزهر في الراوت قد تبسم وعنبر الليل قد تهلل يا لالا وعنبر الليل قد Voilà, j'espère que la chanson vous a plu. Ça nous a permis de recevoir deux autres invités. On va rester bien sûr dans le domaine médical et dans le mois Novembre Bleu qui est dédié à la sensibilisation pour lutter contre le cancer de la prostate et les maladies masculines. Alors, deux docteurs sont là pour nous parler de cette maladie, surtout de cette campagne de sensibilisation qui se déroule actuellement et qui sera là jusqu'à la fin de semaine à la télévision régionale de Constantine, à la station régionale de Constantine, au profit des travailleurs, mais aussi au profit de tout le monde. Alors même les passants, on a reçu des gens que l'on ne connaissait pas, mais qui sont venus se faire dépister et qui ont été consultés par nos médecins. Alors j'ai le plaisir de recevoir, on va être galant, on va commencer par Madame, Dr Dlara Amina Marhaba bik. Merci d'être là. Merci. Et puis Jamal Kihili, Marhaba bik, docteur aussi. Merci, monsieur Bankaïdi. Alors je vous remercie d'être là pour nous parler, parce que pour une fois, c'est nous qui sommes concernés, hein, c'est les travailleurs de la télévision. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est devenu un rituel maintenant, ça c'est bien, cette campagne de sensibilisation. En plus, elle fait suite à la campagne d'Octobre Rose qui est dédiée à la lutte contre le cancer du sein. C'est quand même deux campagne de sensibilisation et à l'intention du personnel de la télévision. Là, je vous remercie. Alors, docteur Amina, quand vous faites cette opération, vous êtes là, vous vous déplacez, c'est d'abord comment encourager les gens à venir chez vous? Tout d'abord, je tiens à remercier la télévision algérienne pour votre invitation. Tout d'abord, c'est-à-dire la télévision algérienne, toujours, elle joue un rôle important pour la santé publique. Et également, je remercie la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, la CNAS, mon institution, donc, qui joue un rôle majeur dans la prévention, l'encadrement, c'est-à-dire l'éducation sanitaire et l'accompagnement des travailleurs. Alors, je crois que la sensibilisation, c'est un acte au quotidien chez vous, à la CNAS. C'est pas seulement lors des campagnes. Oui, exactement. Donc, d'abord, la
CNAS, elle soutient activement les campagnes de sensibilisation, mais on fait la sensibilisation, c'est tout au long de l'année. Surtout que vous, votre spécialité, c'est la médecine du travail. Exactement. C'est la discipline préventive. La médecine du travail est une discipline préventive, donc c'est prévenir avant de guérir. Donc je tiens à... Donc la CNAS, elle joue un rôle actif dans les campagnes de sensibilisation. D'ailleurs, on a mené l'Octobre Rose concernant le cancer du sein. Et là, on est en mois de novembre bleu. Comme vous l'avez bien décrit, donc c'est pour dédié à la sensibilisation au cancer de la prostate, la maladie masculine en général. Donc, on essaye de lever ce sujet qui reste tabou quand même par rapport aux hommes. Donc mes travailleurs exceptionnellement, et je joue un rôle central dans cette prévention, c'est-à-dire... Souvent, donc, médecin de travail, c'est très important parce que là, c'est en milieu professionnel. Exactement. Alors, Dr Jamel Kehili, c'est important de dire que... de parler de cet obstacle qui est le tabou chez les hommes, parce que vous l'avez vu, c'est difficile de ramener les travailleurs à venir. Mais c'est-à-dire, en comparant à l'année passée, au premier jour de la campagne de sensibilisation, on n'a eu que 12 travailleurs. Il y avait beaucoup de réticence, on va dire. Voilà. Exactement. Les travailleurs de NTV étaient réticents. Mais cette année, le premier jour, on a eu une trentaine d'hommes qui sont venus pour se dépister. Et le dépistage précoce, c'est le maître mot dans les campagnes de sensibilisation. Alors, en tant que médecin, il faut toujours souligner l'importance de se faire dépister rapidement. Alors, il faut dire, parce que nous, on cancer, vous savez, déjà quand on entend le mot cancer, on a peur. Exactement. Et je tiens à souligner le rôle de la CNAS dans la prise en charge des cancers en général. Et la CNAS intervient en deux volets. Le premier volet, c'est la prévention. On a les campagnes périodiques de sensibilisation, comme l'Octobre Rose pour le cancer du sein, le Novembre Bleu pour le cancer de la prostate. Mais on a d'autres, c'est-à-dire d'autres intervenants dans la prévention. On a aussi les médecins conventionnés avec la CNAS. On a des médecins libéraux qui sont conventionnés avec la CNAS et qui font, c'est-à-dire dans leur consultation quotidienne, ce qu'on appelle des actes de prévention, qui sont payés en sus de la consultation, qui sont payés par la CNAS en sus de la consultation. Aussi, c'est-à-dire... Pour ce qui est c'est vrai que hier, vous avez une trentaine. L'année passée, c'était une douzaine. Une douzaine, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt, ça veut dire que les campagnes de sensibilisation servent à quelque chose. Là, au fil des années, on voit que les gens se font consulter beaucoup plus facilement qu'avant. Exactement. Et Octobre Rose, et c'est la même chose aussi. Hein. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui venaient pour se faire consulter. Maintenant, c'est devenu un acte courant. Ça, c'est aussi le rôle de la campagne de sensibilisation. Je voudrais juste qu'on fasse un tour sur ce qui s'est passé le premier jour, hier, au siège de la station régionale de Constantine, où il y avait et des passants et des travailleurs qui sont venus se faire consulter. Le VTR et de notre ami Mohamed Zemmouli qui était là et qui nous a recueilli quelques propos, mais aussi qui nous a donné quelques images sur cette première journée. في إطار السياسة الوقائية المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية بمبادرة من المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وبالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ننظم حملة تحسيسية وإعلامية لفائدة الرجال البالغين أكثر من 50 عاما حول الكشف والتشخيص المبكر لسرطان البروستات. وكمبادرة رمزية نبدأ بالكشف والأخذ التحاليل الطبية للرجال العمال المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري،
وتدخل هذه الحملة في إطار تشجيع الرجال على الذهاب إلى المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو تابعة للصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية، مراكز التشخيص لكشف وأخذ عينات والكشف عن هذا المرض. لا يخفى عنكم أن الكشف المبكر عن هذا المرض البروستات والسرطان البروستات يؤدي إلى الشفاء الكامل من السرطان. أما عدم الكشف عنه وتركه يذهب إلى مراحل متقدمة جدا من المرض تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وتعقد المراحل العلاجية وقد تؤدي إلى الوفاة. لهذا ندعو مختلف الرجال البالغين أكثر من 50 عام للتقرب من سواء المراكز الصحية التابعة للصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية أو المراكز التابعة لوزارة الصحة للقيام بالتشخيص هذا المبكر. الناس organise en collaboration avec المؤسسة الوطنية للتلفزة أيام تحسيسية، دونك نبداوها من لو 17 من 17 نوفمبر حتى لغاية 19 نوفمبر. Donc des journées de sensibilisation pour le cancer de la prostate. Et donc والهدف منها هو تحسيس الرجال، donc sensibiliser les hommes à partir de 50 ans de venir se faire dépister au fait. Donc l'objectif c'est de les sensibiliser ونشجعوهم باه يجيو ويعملوا الفحوصات اللازمة باه c'est-à-dire dépister le plus tôt un cancer à travers des gestes simples. مهم هو الكشف المبكر عن السرطان، لأن إذا السرطان راهو ستادير إلي دياغنوستيكي دي فوا راهم يكون في حالات ما نقدروش نتحكموا فيه وتكون العلاج أكثر كلفة بالنسبة للمريض وبالنسبة للدولة. لهذا قمنا على غرار الأكتوبر الوردي بالكشف المبكر على لسرطان الثدي. قمنا في هذا الشهر نوفمبر بالكشف المبكر على سرطان البروستات عند الرجال. العام الماضي قمنا ب 46 فحص فيها 6 فحوص إيجابية، لأن احنا رانا كي يكون فحص إيجابي نوجهوه للعيادة المختصة على مستوى الدقسي للمسالك البولية لتلقي العلاج ولو سويفي ستادير لو سويفي المتابعة الأخرى. C'est une chose très importante pour l'avenir تاع لي بيرسون هادو الناس الكبار وكل شيء. يا دي بروبليم كاين الناس اللي مرضوا ما على بالهمش خلاص بالامور تاعهم هذه سي اون اوكازيون باش يزيدوا هادو الناس يشوفوا رواحهم. انا كي جيت لهنا صافي با دير بلي راني جاي باش نقصر ولا حاجه. موا جو مسوي انجاجي جوستومون بور تروفي كال لو بروبليم اللي عندي. انا عندي مشكل تاع الصدفيه هذه لو بسوريازيس. Ça m'a donné vraiment une vérité pour comprendre واش هو الوحده هذه. مي سي مليحه سي بون. مبادره مليحه. سي اون اكسيون دو سونسيبيليزاسيون الامراض هذه تاع كيما نقولوا احنا الشياب كيما احنا. سي اون اكسيون بور سويفر يعني سي اون سونسيبيليزاسيون يعني بوزيتيف. احنا ماذا بينا تكون دي زاكسيون هكذا يعني ريبيتي وندقيس لو ماكسيموم خاطر سي دي مالادي كوم بو با بريفوار هذو يعني خاطر امور واحد مي سان كوت ريان وما تخافوش يعني واحد يجي يدير اون اكسيون يشوف روحه. هي مبادره جد حسنه ونشكرهم اولا يعطيهم الصحه. مبادره اللي راح تتهلا في الصحه تاع المواطن تاع الانسان. الشيء اللي وفروا علينا هو تكاليف والانتقال للمراكز. Alors, bien sûr, là, il faut dire que la campagne se déroule sur 3 jours parce que nous avons aussi
nos travailleurs qui ont des missions spécifiques, qui ne sont pas tous là en même temps, certains sont en mission, donc c'est pour ça que ça s'étale sur 3 jours, pour permettre à tout le monde de se faire dépister, et il n'est pas trop tard. Pour ceux qui ne sont pas venus, n'est-ce pas, docteur Jamel? Oui, c'est sûr. Même en plus de la campagne de sensibilisation au niveau de l'ENTV, on a un guichet itinérant qui sillonne les 17 structures de paiement de la CNAS de Constantine, ainsi que les CDDS, les centres de dépistage et de soins. Pour la population masculine, je les invite à se présenter au niveau de différentes structures pour se faire dépister et surtout pour faire un dosage de la PSA. C'est-à-dire c'est par le PSA qu'on peut dépister. Ouais, alors le PSA, c'est simplement une prise de sang. Une prise de sang. Ce n'est pas... Exactement. Voilà. Après, bon, si le taux est assez normal, il n'y a pas de suite. Mais sinon, en cas où la PSA est supérieure à 4 nanogrammes, donc c'est un cas suspect et on doit l'orienter vers les structures spécialisées comme la clinique rénale de Darcy. Le suivi, comment vous le faites au niveau de la CNAS? Le suivi, la CNAS, en plus de la prévention, elle accompagne, une fois le diagnostic posé, elle accompagne les assurés sociaux en leur offrant des prestations en espèces et des prestations en nature. C'est-à-dire, je m'explique, les prestations en nature, c'est les produits pharmaceutiques en général, tous les médicaments qui sont en rapport avec le traitement du cancer sont pris en charge à 100% par la CNAS. Ainsi que, parce que dans certains stades du cancer de la prostate, notamment dans les cas de métastase au niveau de la vessie, des fois les chirurgiens sont obligés d'enlever la vessie et ces assurés ont besoin de poches, les poches d'urostomie, c'est-à-dire qui sont disponibles au niveau de l'ONAF, et qui sont prises en charge à 100% par la CNAS. Pour les prestations en espèces, chaque cancéreux, surtout les cancéreux actifs bien sûr, ils sont pris en charge par la CNAS à 100% dans leur arrêt de travail, c'est-à-dire ils sont remboursés à 100% pour une durée de 3 ans. C'est ce qu'on appelle les ALD, les affections longue durée, notamment les cancers. Là, c'est l'assistance vraiment de la caisse au profit des malades une fois la maladie déclarée. Et déclarée, voilà. Alors, pour ceux qui hésitent encore à venir consulter, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon. Allez, les réticents. Je vais leur donner les statistiques. D'accord. Les statistiques de l'année 2024 de l'agence CNAS de Constantine. Sincèrement, quand j'ai fait la requête hier avec les services de l'informatique, j'étais vraiment, c'était alarmant. Alors dites-nous. En 2024, on a eu 1248 nouveaux cas de cancer à Constantine, seulement à Constantine, les cancers en général. Et on a 552 nouveaux cas de cancer masculin. D'accord. Et 182 cas de cancer de la prostate, qui représentent 32% des cancers masculins. C'est-à-dire, le cancer de la prostate représente le tiers des cancers masculins. Là, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Oui. Mais il faut aussi être rassurant. Il faut dire que le cancer de la prostate guérit à hauteur de le pourcentage de guérison. Non, ça dépend du stade de diagnostic. S'il est diagnostiqué tôt, c'est une maladie comme les autres. C'est un traitement médicamenteux. C'est des comprimés que le malade va prendre comme les hypertendus, les diabétiques, et ça se passe très bien. Et ça se guérit à pratiquement... ça se guérit à 100% avec les nouvelles molécules, notamment l'hormonothérapie. C'est guéri pratiquement à 100%. D'où l'intérêt de se faire dépister rapidement. Exactement. Voilà. Et ça commence par une simple PSA. Une simple PSA, une simple prise de sang. Alors, docteur, vous avez beaucoup de travail, probablement surtout en milieu professionnel. Oui. Donc, la stratégie de la CNAS, surtout dans le monde du travail. Donc, comme étant médecin de travail, je souligne l'importance de la médecine du travail, qui est prévue obligatoire par la législation algérienne de réglementation. Donc les articles qui obligent la médecine du travail, surtout de 2018, la loi 2018, donc l'article 98-99 qui rend la médecine du travail obligatoire
donc, et 8807, donc, qui est relative à la sécurité et la médecine du travail. Tant que mon rôle, donc, il est dans la prévention, il est primordial. Je dirais c'est une grande responsabilité afin de sensibiliser et de sensibiliser, de rassurer le patient et de le repérer, exactement, et repérer mes patients, vu que j'ai un effectif à prédominance masculine au niveau de la CNAS. Donc, j'ai essayé c'est-à-dire en courant de mes visites périodiques qui peut être annuelles ou semestrielles selon le poste de risque. Donc, le bilan standard que je demande annuellement ou semestriellement, la PSA, c'est-à-dire le PSA, l'antigène prostatique spécifique, est devenu, donc, c'est-à-dire dans le bilan standard au-delà de 50 ans, si le travailleur a plus de 50 ans. Sinon, s'il représente des facteurs de risque, si vous me permettez de souligner quelques détails. Donc, le cancer de la prostate, qui est la 3e cause de mortalité au monde, après le cancer pulmonaire et le cancer colorectal. Donc, il est en Algérie aussi, il occupe la 3e place. Donc, là, ça l'alarme. Voilà, mais je rassure. Vraiment tirer la sonnette d'alarme. Tirer la sonnette d'alarme, comme vous l'avez bien dit. Mais je rassure, en contrepartie, là c'est heureusement le dépistage, d'où le rôle de dépistage de cancer de la prostate. Donc plus tôt il est découvert, mieux il est guéri, il est guérissable et la prise en charge va être simple. Parce que vous l'avez bien dit que juste en entendant le mot cancer, on a peur. C'est presque un mot tabou. Exactement, un mot tabou. Et la maladie, elle concerne une partie intime masculine, donc qui est encore plus tabou. Donc, j'essaye de rassurer mes travailleurs, de les sensibiliser et de repérer mes travailleurs qui ont plus de facteurs de risque. On a 2 types de facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque certains. Donc, plus on avance dans l'âge, plus le risque augmente. Donc, c'est supérieur à 70 ans. Mais il reste exceptionnel avant 40 ans, mais il existe quand même. Rarement, il est exceptionnel, mais il existe. Il y a certains cas, 39 ans, 38 ans, et c'était exceptionnel. On a aussi les antécédents familiaux, donc quelqu'un de 1er ou 2e degré, donc quelqu'un qui a son père, son frère, donc c'est une personne à surveiller de près. Et on a aussi l'origine ethnique, comme nous, on est les plus concernés à l'origine africaine. On a d'autres facteurs qui sont suspects. On a surtout l'alimentation, l'hygiène de vie. L'intérêt de faire du sport, d'avoir une hygiène de vie. Exactement. Bon, je crois que ça, c'est pour toutes les maladies, non pas seulement pour le... Je dirais le tabagisme et l'obésité sont devenus des facteurs constants pour toute pathologie. Et surtout le tabagisme pour les maladies masculines, il faut le dire, docteur, qu'il faut arrêter de fumer. C'est très dangereux et là, on ne le dira jamais assez. C'est pour ça, raison pour laquelle cette sensibilisation doit se faire au courant de toutes nos consultations quotidiennes. Vous avez une minute pour clôturer le débat parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, on va commencer par madame. On a commencé par madame. Voilà, merci. Je vous remercie encore une fois pour votre invitation et j'insiste sur le dépistage du cancer de la prostate. On va profiter de ce novembre bleu donc, pour sensibiliser donc, le dépistage. Plutôt, le diagnostic est posé précocement, mieux il est guéri et on va avoir, donc il faut penser à soi-même et à nos familles. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Voilà. Et je vous remercie. Docteur Jamel Kihili. Bon, c'est-à-dire, je dois insister sur le maître mot de ces journées de sensibilisation, c'est le dépistage précoce. Oui. C'est-à-dire, on invite la population masculine en général et de Constantine en particulier à se présenter, soit au niveau des structures de la santé publique ou bien au niveau des structures de la CNAS, même au niveau des privés, des labos privés, une prise de PSA, c'est entre 500 et 1000 dinars. Donc ça ne coûte rien de se faire dépister au moins une fois par an. Mais comme c'est gratuit, on invite pour l'instant. Il faut dire que la campagne sur le mois de novembre, alors à longueur d'année, c'est-à-dire ils peuvent se faire dépister, même chez les privés, c'est pas cher. C'est pas cher, mais voilà. On doit le faire. Un dernier mot.
Donc il faut en profiter. Donc PSA, c'est rien du tout. C'est un antigène spécifique, prise de sang. Mais je veux bien rassurer tout sexe masculin qu'un taux élevé qui est supérieur à 4 nanogrammes par millilitre de PSA ne signifie pas un cancer. Donc la certitude, c'est la biopsie de la prostate. C'est le seul examen de certitude d'un cancer. Donc PSA élevé, ça ne veut pas dire un cancer. Donc ça je peut rassure. se traiter rapidement, exactement. Donc voilà. il faut vous rassurer. C'est bien de rassurer, mais c'est bien aussi de sensibiliser pour faire le dépistage. J'insiste. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va terminer sur cela. Allez vous faire dépister, allez vous faire consulter rapidement. Venez, pour ceux qui sont aux environs de la station régionale de Constantine, mais aussi des autres sièges de la télévision, que ce soit à Oran, à Béchar, à Ouergla et même à Alger. Il y a des campagnes de sensibilisation similaires et nous vous invitons à venir vous rapprocher. Mais sinon, c'est tout au long de l'année, on peut consulter le médecin, que ce soit au niveau de la classe ou ou des autres établissements hospitaliers. Merci Dr Billara. Amina, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à Dr Jamal Kihili. Merci d'avoir fait le déplacement et d'avoir représenté la CNAS et aussi la médecine du travail et la médecine va être court, voilà, puisque c'est la... Merci, moi je vais remercier toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin pour vous permettre de suivre ce Bonjour d'Algérie qui a été assez diversifié. J'espère que la semaine prochaine on vous donnera un autre programme encore plus divers. Je vais remercier Nabil Yagoubi, mais aussi toute l'équipe de la station régionale de Constantine et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir.